Bonjour à tous et bienvenue pour ces pensées JDR. Alors, pensées JDR, qu'est-ce que c'est? Je vous avoue que j'ai pensé justement à un format plus court que les cafés JDR. Donc plus court, tout est relatif avec moi, hein, j'espère que je parviendrai à faire concis. Mais comme le disait très bien Radburger dans le dernier café JDR qu'on a fait, sur notamment les systèmes maison, le lien sera dans la description, l'impact d'un débat, d'une discussion se fait ressentir surtout quelques heures, voire quelques jours après quand on y repense. On y réfléchit, ça nous permet de structurer un peu ses pensées. Et puis parfois, le débat conforte dans ses opinions, parfois il nous les fait pondérer, et parfois on revire complètement, on vire complètement de bord, ça dépend. Donc je me disais que je pourrais utiliser ce format de pensée JDR pour partager mes réflexions sur le jeu de rôle et notamment mes réflexions après que j'ai eu un débat avec un invité, comme ce fut le cas avec Radburger. Donc on verra ce que ça donne. Je voudrais donc revenir dans un premier temps sur vraiment le partage narratif qui était le sujet principal de la discussion avec Radburger, en tout cas la première partie de la discussion qu'on peut trouver sur sa chaîne, je mettrai aussi la description, car c'est surtout sur ce sujet-là que je veux revenir aujourd'hui, plutôt que sur les systèmes maison. Je voudrais restructurer un peu, résumer nos visions sur le partage narratif. Au final, je pense qu'on était tous les deux d'accord sur le fait qu'il devait y avoir un partage narratif dans une certaine mesure, et surtout que les joueurs devaient pouvoir avoir un impact sur la campagne et les scénarios, sur les histoires. Sinon, effectivement, si tout est décidé à l'avance, ça n'a pas de sens. Et là, on était tous les deux d'accord dessus. En revanche, il y avait des différences sur la manière dont on allait autoriser les joueurs à avoir cet impact. Et si je devais résumer, je pense que, et encore une fois, hein, c'est vraiment ma réflexion là-dessus, peut-être que lui, Radburger, me contredirait sur sa vision à lui, mais c'est comme ça que je l'ai perçu, que je l'ai compris. Je pense que Radburger, lui, permet non seulement aux personnages joueurs d'avoir un impact sur l'histoire, mais il permet également à ses joueurs, donc pas le personnage, les joueurs, d'avoir un impact par un acte créateur d'histoire. Alors que moi, je souhaite qu'ils aient un impact, mais principalement en tant que personnage. J'autorise beaucoup moins les joueurs eux-mêmes à avoir un impact par une action justement créatrice. Je préfère que ce soit, je ne vais pas dire exclusivement, mais en tout cas plutôt les personnages qui puissent influencer l'histoire et les événements par l'interaction avec le monde, en tant que personnage. Je pense que parfois je le ponctue quand même d'un partage narratif avec joueurs, même si c'est plus rare, je dirais que je peux parfois le distribuer ponctuellement, comme aurait dit Eric des Sang-Froid. À mon avis, ça résume bien les deux visions. Maintenant, je pense aussi que ces deux visions sont tout à fait acceptables, et la discussion a montré que ce qui dictait la méthode qu'on allait employer, même si ça paraît être un lieu commun évident, c'est le plaisir, le type de plaisir que le MJ va retirer de sa manière de maîtriser. Donc si on prend Radburger, j'ai remarqué qu'il aime faire des raccordements entre différents éléments qu'il aura imaginés avant, sur le fil du rasoir, sur le moment. Parce que quand il y arrive, c'est extrêmement gratifiant pour lui. Comme il le dit, son cerveau bouillonne, tourne à toute vitesse pour faire les raccordements le plus vite possible, pour coller à ce que propose le joueur. Et lorsqu'il arrive à faire quelque chose de cohérent en un instant comme ça, c'est là qu'il y trouve son plaisir. Ce qui est tout à fait respectable. Moi, je pense que mon plaisir en tant que maître du jeu est ailleurs. Même si évidemment, on peut varier, mais principalement. Moi, je dirais que j'ai déjà une grande partie des raccordements entre les éléments de l'histoire, de la toile de fond. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les personnages vont troubler ces raccordements, les reconstruire ou même les défaire.
par l'interaction, pas en m'amenant des nouveaux éléments en tant que joueur. Donc je pense que c'est vraiment la notion de plaisir de maîtrise qui influence la méthode qu'on va utiliser le plus souvent. Ce qui n'exclut pas bien sûr, pour lui comme pour moi, qu'en fonction de la partie, on puisse évidemment parfois prendre une autre méthode et varier légèrement. Je parle plutôt là de la grande tendance. J'ai un scénario que je suis en train de préparer justement pour la campagne des Enfants du Fleuve, et pour le coup, ce qui est amusant, c'est que là, je vais être beaucoup plus dans peut-être le partage narratif, mais au moins l'improvisation, que d'habitude, avec moins de préparation, moins de fil, parce que la situation fait que les joueurs comme moi, on ne peut pas vraiment savoir comment chacun va réagir à trop de variables. Donc après, la situation également rend plus propice l'une ou l'autre des méthodes, et puis sans doute bien d'autres qu'on n'a pas abordées. Je parlais d'ailleurs d'improvisation, c'est aussi un sujet qu'on a abordé avec Ratburger dans cette discussion, puisqu'inévitablement on a quand même digressé, et on semblait aussi avoir quelques divergences, même si encore une fois, à mon avis, on était tous les deux d'accord pour dire que l'improvisation, c'est génial, il en faut, et puis on l'aime tous les deux. D'ailleurs, je pense que ça ferait un bon sujet, un café JDR dédié à l'improvisation. Ça peut être une idée, je vais le garder de côté. Et j'aimerais vous proposer un comparatif des deux visions de l'improvisation, celle de Ratburger et la mienne, en tout cas telle que je l'ai analysée, telle que je l'ai interprétée. Encore une fois, peut-être que Ratburger me contesterait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je verrais bien l'utilisation d'une métaphore du puzzle. Pour moi, Ratburger, il a préparé des pièces d'un puzzle. Donc ces pièces, ça va être des lieux, ça va être des PNJ, ça va être des scènes, mais il n'a pas encore raccordé les pièces entre elles. C'est un peu comme une boîte à outils, la boîte du puzzle dans laquelle on a mis les pièces, et il va reconstituer le puzzle en fonction des actions des joueurs. Mais surtout, il va permettre aux joueurs de créer leurs propres pièces et de les amener aussi, et de les poser, de sorte que le puzzle final, lorsqu'il sera terminé, sera un mix des pièces que Ratburger avait préparées et que celles que les joueurs auront pu amener par leurs idées créatrices. Et comme Ratburger sait très bien amener ça et qu'effectivement il est très doué pour ça, au final, l'image du puzzle final sera très belle, au sens artistique, parce que le ton de Ratburger c'est quand même souvent très, très glauque, donc le terme beau est tout relatif ici, bien sûr. C'est comme ça que je le vois d'un point de vue de la métaphore du puzzle. Pour moi, je pense qu'il y a deux puzzles. Donc, il y en a un pour la toile de fond de la campagne. Je parle vraiment campagne, là. Les one-shots, pour moi, c'est autre chose. Il y a un puzzle pour la toile de fond de la campagne. Et un pour la session. Et puis ensuite, un par session, justement. Donc, déjà, la toile de fond, qu'on soit très clair, je l'ai déjà dit, mais je n'aurai de cesse de le préciser. La toile de fond, ce n'est pas un enchaînement d'événements prévus, ce n'est pas une séquence de scénarios, la toile de fond avec scénario 1 déjà prévu, le 2 prévu, le 3, c'est pas ça du tout. La toile de fond, c'est qui sont les différents acteurs, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au moment où les joueurs commencent la campagne, quels ont été les événements, qui veut quoi, qui a fait quoi. C'est ça la toile de fond. Et bien dans mon cas, le puzzle de cette toile de fond, il est déjà presque entièrement assemblé, avec quand même quelques trous, parce que soyons honnêtes, tout n'est pas préparé, la toile de fond n'est pas complète dès le début. Je rajoute quand même des éléments à mesure qu'on avance, ça nous permet de jouer rapidement plutôt que la campagne ne démarre jamais. Donc voilà, c'est un puzzle pratiquement terminé, mais avec quand même quelques trous. Ça, c'est pour la toile de fond. Cette toile de fond m'inspire et me permet de gérer le deuxième puzzle. Le deuxième puzzle, donc celui de la session elle-même. Et donc au départ, c'est un peu comme Ratburger, j'ai quand même des pièces déjà prêtes, mais à la différence de Ratburger, c'est que moi, une partie de ces pièces-là est quand même déjà assemblée. Pas autant que pour la toile de fond, mais les fondements. Donc, pour ceux qui savent comment on fait un puzzle en général, c'est le tour du puzzle qui est déjà fait.
D'ailleurs, c'est le plus facile à faire, c'est les fondamentaux, et à partir de là, c'est plus facile de construire le puzzle. C'est pareil pour ma session. Le tour est déjà fait. Puis ensuite, j'ai des pièces dans lesquelles je vais pouvoir piocher. Mais d'ailleurs, on ne sait pas à ce stade comment ces pièces vont s'assembler. Et certaines de ces pièces seront choisies et apposées par les joueurs, selon leur bon vouloir, par leurs interactions, par leurs idées en tant que personnage. Donc ils vont aller piocher et ils vont les agencer d'une manière que je n'ai pas anticipée. De sorte qu'au final, on ne sait pas non plus à l'avance quelle forme va prendre le puzzle. Mais on est plus dans une surprise par l'agencement que par la création de la part des joueurs. Et si maintenant on dit dans cet exemple-là que le puzzle de la campagne, cette fois, donc un troisième, est composé de pièces qui elles-mêmes sont les puzzles de session, vous imaginez l'imprévisibilité de la campagne. Donc on a deux méthodes différentes qui sont toutes les deux très bonnes, je pense, et qui peuvent amener à des histoires très différentes en fonction des actions des joueurs. Si je devais quand même me positionner et dire voilà, il y a un avantage et un désavantage pour chaque, je dirais que pour la méthode Ratburger, l'avantage, c'est que il va toujours être surpris. C'est passionnant pour un maître du jeu comme ça qui se laisse autant de latitude parce qu'il ne sait vraiment pas où ça va aller. Il ne sera pas forcément pris au dépourvu, parce qu'il a quand même des pièces. En plus, Ratburger est quand même vraiment en maîtrise de son truc. Je l'ai encore vu hier dans une partie, sous son égide. Mais du coup, pour lui-même, c'est vraiment bien. Il sera sans doute extrêmement surpris, j'ai envie de dire presque à chaque fois. Il sait pas du tout, il va découvrir complètement en même temps que les joueurs. Alors que, justement, quelqu'un comme moi, même si je peux être surpris, je l'ai dit plein de fois, je suis très souvent surpris, mais peut-être pas aussi souvent que lui, peut-être pas de manière aussi drastique. Ça, c'est l'avantage. Et par opposition, le désavantage pour la méthode que j'emploie. Cependant, je pense que ma méthode procure un avantage que la méthode de Ratburger ne permet pas, en tout cas pas dans la même mesure, c'est que ça me permet de construire des intrigues, des toiles de fond avec une complexité, tout en maintenant de la cohérence malgré la durée de la campagne et malgré les agissements des joueurs. Je ne pense pas qu'une méthode comme celle de Ratburger permet de travailler, de jouer des intrigues à tiroir ou vraiment très complexes, même si la complexité n'est pas toujours bien, je l'entends, mais avec plein de choses, parce que là, pour le coup, quand on doit improviser sur le fil aussi souvent, aussi fréquemment, on a beau dire, on ne pourra jamais aller à un niveau de complexité qu'avec une méthode qui justement permet d'avoir déjà des éléments liés entre eux. Pour moi, c'est pas possible, même si on peut le faire quand on a du talent, hein, mais jamais autant. À compétence égale, clairement pas. Voilà, moi j'aime bien les intrigues complexes avec plein d'éléments, donc forcément la méthode que j'aime me sied bien. Donc voilà, je pense qu'il y a des avantages et des désavantages avec les deux, et on en revient à la notion de plaisir. Qu'est-ce que le MJ aime faire? Qu'est-ce qu'il fait vibrer quand il maîtrise une partie? Voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que ça m'a vraiment aidé à structurer tout ça. Et voilà justement les réflexions que j'ai eues à la suite de cette discussion très intéressante avec Ratburger. Si ces pensées JDR et ces cafés JDR vous plaisent, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, ça l'aidera d'autant qu'elle débute. Et je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt.